Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 30 minutes de savoir sur les risques climatiques dans la série des webinaires sur le bâtiment durable. Je m'appelle Katharina Brockstedt, je suis la coordinatrice de la partie alsacienne d'Envirobat Grand Est. Alors, Envirobat Grand Est est un centre de ressources qui promeut le bâtiment et aménagement durable envers des professionnels du Grand Est avec des conférences, des ateliers, des journées, avec le prix Envirobat Grand Est. Malheureusement, c'est fini. Vous aurez pu candidater avec vos bâtiments pour les mettre en valeur jusqu'à la semaine dernière. Nous animons pas mal de groupes de travail, on fait pas mal de retours d'expérience et on met à disposition un centre de ressources avec des lettres d'information, l'annuaire des professionnels de l'éco-construction et on est un portail régional de l'éco-construction. Alors, notre cible, c'est les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises du BTP, les organismes en lien avec les cadres bâtis, les autres acteurs du cadre bâti et les élus. Merci et bienvenue. Voilà, ça c'est notre prix. Pour ceux qui sont retenus, ils sont visibles dans la brochure. C'est un prix qui se fait toutes les 2 ans. Alors, merci. Ce webinaire est enregistré. Je pense que vous avez tous coupé votre caméra et votre micro. On aura un temps de questions après mon discours. Et ce replay, si vous croisez d'autres élus qui n'ont pas vu, il est disponible. Il sera disponible, je pense, dans 2, 3 semaines sur notre YouTube, notre chaîne YouTube, Envirobat Grand Est. Alors, je vous ai dit, ça fait partie des webinaires de la série 30 minutes de savoir pour les élus. Nous avons déjà vu matériaux biosourcés et géosourcés, les déchets du BTP, le réemploi des matériaux et équipements du bâtiment. Ces 3 conférences se trouvent déjà sur le YouTube. Confort d'été de la semaine dernière, pas encore. Aujourd'hui, c'est risque climatique. Dans une semaine, non pas exactement, le 6 février, pardon, il y a la rénovation énergétique des bâtiments et le 21 mars, solaire photovoltaïque et thermique. Vous pouvez encore vous inscrire sur notre site. Alors, ces webinaires, c'est un peu dans le même esprit que nos journées anticipées au lieu de subir, villes et villages durables à destination des élus que nous organisons. C'est une journée où toutes les élus prennent leur commune et selon ce que nous on apporte, essayent d'adapter sur leur commune et sortir de la journée avec une sorte de première liste, comment on peut commencer à faire la transition dans votre commune. Du coup, si vous voulez que ça se passe chez vous, vous pouvez nous contacter avec ce mail-là. Alors aujourd'hui, le sujet changement climatique, il est très évident parce qu'il est arrivé. C'est pas que dans l'avenir où il va être pire, mais en fait, il est là. J'ai fait une petite recherche Google sur inondation en France. En fait, on peut pas. Il y a tellement d'images, je peux même pas. Voilà, j'ai sorti que quelques-uns. Du coup, quel risque concerne votre commune? Il y en a plein. Il y a l'inondation, comme on a vu là, des tempêtes, des tornades, la grêle, la neige forte. Bizarrement, il y a moins de neige, mais quand elle vient, elle peut être très très forte. Les orages avec les foudres, l'incendie, les fortes chaleurs avec un effet îlot-chaleur urbain sur lequel j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière. Les séismes, les retraits, gonflements des argiles, dans cette conférence, je vais peut-être parler de RGA. Je vais essayer de ne pas faire les raccourcis, mais bon, si je dis RGA, c'est retrait, gonflement des argiles. Le mouvement terrain, l'avalanche, l'éboulement et
Le radon. En fait, ça, c'est la liste des risques naturels. Les risques climatiques, il n'y a pas radon et séisme dedans. Euh, mais je voulais vous montrer tous les risques qui concernent le bâtiment et l'aménagement. Si vous voulez savoir quels risques vous concernent, il y a un portail extrêmement intéressant de l'État. Vous mettez votre risque dedans. Moi, j'ai mis l'INSA de Strasbourg où je travaille. Du coup, ça me sort les 5 risques qui concernent l'INSA. L'inondation, le séisme, le mouvement de terrain, rétrégonflement des argiles et radon. Le Grand Est, il est, en fait, vous voyez bien, vous vous retrouvez là où vous êtes, il n'y a pas tous les risques partout, mais déjà aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des problématiques d'inondation qui vont bien, tous ces risques-là vont s'enforcer. Les tornades, les tempêtes, les RGA, le rétrait-gonflement des argiles, neige et orage. Il y a plein de cartes qui montrent où on est spécialement touché. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous arriver là où on est, mais voilà, ça c'est assez intéressant de regarder. Euh, En fait, les risques naturels coûtent excessivement cher et ça monte en puissance très vite au niveau des coûts. Et si on ne bouge pas, ça coûte plus cher. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous ai parlé de différents schémas. Euh, si on va avoir 3,5 ou 4,5 degrés de plus en demi euh, à la fin du siècle. Et du coup, vous voyez bien, quand vous regardez le graphe, vous voyez bien le coût que ça donne. Alors, nous, on a monté cette ligne de conférence parce que vous êtes vraiment les acteurs de la transition qu'on a besoin, de cette action qu'on a besoin. Et quand on passe en action, il vaut mieux être stratégique, vous le savez. Et ces stratégies, il vaut mieux d'être sur un bon diagnostic, je vais en parler, hein. Parce qu'en fait, tout ce qu'on décide aujourd'hui, ça sera là pour demain. Et dès que vous faites des travaux, soit aménagement, construction, mais aussi rénover, pensez aux risques climatiques. Parce que des fois, on rénove, par exemple, juste pour le confort d'hiver, pas nécessairement pour le confort d'été, mais on ne fait pas attention, on veut faire bien, on met l'isolation en laine de bois, par exemple, extérieure. Mais en fait, si c'est sous la côte la plus haute connue des eaux, en fait, il vaut mieux utiliser un isolant un peu tricycle. Euh, Quand on fait ça, quand on réfléchit euh, bien et pendant qu'on fasse des travaux, en fait, on prévient les coûts futurs. C'est ce que je viens de dire, hein. Cette isolation biosourcée, malheureusement, on va devoir l'arracher. Quand on met une nouvelle ventilation double flux dans une cave, dans une zone inondable, il se peut que la prochaine inondation en fait, la casse. Du coup, euh, en fait, quand on voit les travaux qu'on fait pour les risques climatiques, pour éviter en fait les dégâts lors des risques climatiques, ils ne sont pas nécessairement plus chers, mais en fait, souvent, ils ont besoin de plus d'études. Euh, et ça, c'est un peu plus cher, mais on peut se faire aider. Je vais vous en parler. Et ces objectifs, si on veut les traduire, on a besoin d'une bonne équipe maîtrise d'œuvre qui est compétente. On a besoin d'intégrer les objectifs dans le programme et contrôler tout le déroulé du projet s'ils sont tenus compte, si tout le monde a tenu compte. Et après, il faut apprendre des retours d'expérience pour faire tout ce qu'on a appris la prochaine, en fait, pour ne pas faire les mêmes fautes ou faire aussi bien on a fait lors du projet. Hum, Alors, on va commencer avec l'eau sous toutes ses formes. Ça veut dire, on peut avoir une inondation par débord des cours d'eau, par la nappe qui déborde, par le ruissellement, les submersions marines, bon, en Grand Est, on n'est pas touché, et par les coulées d'eau boueuse. En fait, vous avez peut-être déjà un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, je pense même, euh,
ou un plan de prévention des risques littoraux. Bon, ça, c'est probablement pas pour vous parce que ça en est en grand test. Et ça prend pas en compte le ruissellement et les coulées de boue, ce qui est particulier. Alors, si vous voulez, moi j'ai fait le test aujourd'hui, j'ai regardé sur un super outil qui s'appelle Vigicru. Si vous cliquez sur le lien, quand vous allez recevoir cette présentation et vous pouvez cliquer là-dessus, ou sinon vous tapez juste Vigicru, vous pourrez déjà avoir la carte de la France et on voit bien à l'ouest, ça commence à être un peu chaud, notamment près de Rennes. Euh, j'ai- on peut cliquer sur la carte et on voit plus proche quel ruisseau, quel fleuve est concerné et on voit carrément, c'est illustré. Aujourd'hui en Alsace, il n'y a aucun problème. J'ai cliqué sur l'Alsace, mais vous pouvez cliquer sur n'importe quel département. Pour les cartes des coulées de boue, il y a très très peu qui existent. Je ne sais pas si sur votre commune ça existe. Ça existe proche de Strasbourg. Là, on le voit, sous le Weyersheim. À partir de là, ça commence à être plus compliqué. Et du coup, on a plein de possibilités d'agir, mais en fait, il faut déjà se rendre compte où passe la boue quand elle coule. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention? En aménagement. Alors, le premier truc, j'adore cette image de la ville éponge. C'est la ville éponge, c'est village, éponge, l'aménagement éponge. Parce que ça, c'est la première des choses, quand l'eau est là, que le sol, il peut vraiment engorger. Après, quand il y a des fortes pluies, ça ne suffit pas. Euh, et il faut des systèmes de rétention ou de stockage d'eau. Alors, les bassins de rétention, les cuves de stockage, les places cuvettes, vous pouvez aménager, quand vous refaites votre place légèrement en cuvette, ça se sent presque pas, mais néanmoins, ça prend beaucoup de litres d'eau pour la première demi-heure, en fait. Les toits végétalisés aident les noues, bien évidemment, et pour les coulées de boue, c'est les haies qui comptent, en fait, qui aident beaucoup. Quand je vois le bâtiment, désolée, c'est une image en allemand, mais en fait, tout est écrit à gauche en français. Alors, qu'est-ce qui est sensible? Bien évidemment, les caves, les sous-sols, les soupiraux. Ça c'est complètement logique. Les systèmes, je vous en ai parlé de la ventilation double flux dans les locaux techniques, dans la cave, ben, un peu compliqué. Quand on est en zone d'inondation, il faut être sous cette fameuse cote, la CPHEC, la cote plus haute des eaux connues, en fait, il faut le mettre au-dessus de cette cote. Euh, il faut faire très attention à l'isolation thermique, je vous en ai déjà parlé. Des menuiseries et seuils, notamment quand on a l'accessibilité et ça c'est à vrai dire, vous avez tous à faire avec ça. Les seuils doivent être bas et du coup, il faut faire attention que l'eau ne coule pas dedans. Il faut regarder à des matériaux putricibles et altérables, au réseau sanitaire, surtout au retour d'eau, pour que voilà, toute la pression d'eau ne fait pas que ça remonte. Vous avez des remontées d'eau sale. Les réseaux électriques, surtout pas proches du sol, mais plutôt en hauteur, et pas dans la cave, en tout cas très peu, et dans les circuits différentes. Euh, la dalle basse, elle peut avoir un problème s'il y a vraiment beaucoup d'eau sous le bâtiment, oui, sous le bâtiment. L'étanchéité peut craindre et les revêtements de sol imperméables. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous avez la possibilité d'empêcher le passage de l'eau. En fait, ça, c'est les portes anti-inondation, les bâtards d'eau. Et surtout quand vous avez des entrées de garage souterraines, si vous ne voulez pas que en fait, l'eau rentre dans les garages, il y a des portes portails anti-inondation. Il faut isoler avec des isolants hydrophobes. Comme je vous ai dit, pas mettre les systèmes chauffage, ventilation, coffret électrique sous la cote la plus haute des eaux connues.
et limiter fortement des dégâts des eaux. Alors, si vous avez l'eau qui est rentrée, facilitez le nettoyage, accélérer le séchage, et tout ça, ça se prévoit en avance. Et il faut prévoir aussi la réparation et la remise en service de l'habitat ou du bâtiment public, hein, après l'inondation. Et ça s'organise si vous voulez, en avant. Euh, je passe maintenant au deuxième risque, ça c'est tempête, orage, grêle et tornade. Euh, on est dans le zonage Eurocode 1 en zone 2, mais en fait, c'est pas du tout assez cadré. Il n'y a pas de cartographique véritablement de ce risque. Du coup, un vrai diag de votre commune est nécessaire. Déjà, est-ce que vous êtes en plaine? Est-ce que c'est un contexte urbain? Et un contexte urbain, vous pouvez l'avoir au centre-bourg, vu que c'est peut-être moyenâgeux. Ça peut être un contexte urbain, parce que l'eau ne passe quasi pas, ou est très drainée, en fait, ne peut pas dégager, disons. Bien sûr, l'eau passe, mais pardon, ne peut pas dégager. Quand il y a des tempêtes, des orages, est-ce que il y a des couloirs de vent? Et les couloirs de vent, ça peut être en ville, mais ça peut être aussi une configuration de montagne qui crée des couloirs de vent dans les villages. Il faut bien regarder les épisodes passés. En fait, il y a un outil qui s'appelle Keronos, où vous voyez les événements passés et leur intensité par département, et vous pouvez regarder la hausse des vents. Euh, en fait, il y a un outil que je vous ai mis là, c'est Windfinder, et dans l'onglet statistique, vous trouvez votre station la plus proche, et là-dedans, vous regardez comment se comportait le vent les dernières années. Parce que, parce qu'en fait, les orages avec des mini-tornades comme on peut avoir maintenant dans le Grand Est, hein, par exemple là à Jéramé, pardon, font des grands, grands dégâts. Du coup, qu'est-ce qui est sensible aux tempêtes? C'est bien évidemment les équipements électriques, parce qu'en fait, euh, à vrai dire, le pire dans ces tempêtes, c'est que vous avez d'abord le vent et qui arrache les éléments de toiture, par exemple, et après, il y a la pluie qui rentre et qui aggrave bien le problème. Du coup, il y a les équipements électriques qui sont sensibles, la toiture, bien évidemment, les fixations de tuiles, les mitres de cheminée, les couvertures d'acrotères. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut prévoir comment on peut réparer au plus vite. Ça colle aussi pour les tempêtes, hein, parce qu'en fait, si vous avez un stock de tuiles chez vous, en fait, on peut réparer beaucoup plus vite, comme s'il faut d'abord commander les tuiles et faire voilà, attendre tous les délais de livraison. Du coup, c'est intéressant d'avoir du stock dans la commune pour vos bâtiments publics, par exemple. Il y a bien évidemment des arbres qui deviennent très souvent dangereux pour les bâtiments et pour les maisons, pour les voitures, hein. Du coup, contrôler les arbres s'ils sont fragiles ou si leur système racinaire est fragile. Et c'est extrêmement important de faire ça minimum chaque année. Tous les systèmes parafoudres et antennes euh, sont des éléments sensibles. Il faut regarder les baies vitrées. Au niveau des grandes tailles, hein, au niveau de l'exposition, si vous êtes dans un couloir devant, euh, il se peut que les baies vitrées de grande taille ne sont pas nécessairement la bonne chose, ou il faut avoir des éléments qui tiennent la baie vitrée, qui la tiennent mieux que voilà, juste le vitrage, pardon. Les éléments de couverture, les tôles cabossées, le mobilier extérieur qui n'est pas lesté, hein, les volets, les auvents et d'autres éléments de façade. La tempête, bien évidemment, elle tente le contreventement du bâtiment. Si ça, c'est pas bien fait, le bâtiment, il peut pas, il peut casser plus vite. Les vitres cassent beaucoup plus vite, surtout. Euh,
Et quand on a aussi grêle là-dedans, les finitions extérieures avec un doublage polystyrène, l'isolation polystyrène qu'on fait très très souvent, elle est très sensible à la grêle. Par exemple, la laine de bois est beaucoup moins sensible à la grêle. Tout ça coûte excessivement cher quand on refait. La MRN, la mission risque naturel, je vais vous en parler, c'est une source extrêmement intéressante pour vous. Elle a fait tout, elle a calculé tous les coûts assurantiels, tout ce que les assurances ont payé pour les différents équipements et structures et tout ça. Et vous pourrez y retrouver, j'ai pas le temps pour faire le tour, mais vous pourrez regarder ça carrément dès que vous avez la présentation. Alors, je passe au sujet de la sécheresse. Quand on regarde au niveau d'horizon 2050, il y a, si vous voulez, il y a moins de pluie. Si je compte tout le cumul de pluie, mais par contre, ça vient plus fort, hein. Ça donne ces fameuses, les sols sont secs. Et du coup, l'eau qui passe dessus quand ça vient trop fort. En tout cas, il y a moins de pluie. Il y a 2 fois plus de sécheresse de sol comparé à dans la période 76 et à 2005. Et en fait, on aura quand même 2 millions de mètres cubes d'eau qui manqueront en 2050 si la demande reste stable, si on ne fait pas des attentions. Si vous allez plus loin, il y a un lien du ministère de l'écologie. Et en fait, il faut regarder comment on peut faire avec le PLU pour y réagir. Je vais en revenir en fait. Ça, c'est juste, ça, c'est rien que en 2020, vous avez des états de reconnaissance catastrophe naturelle, CatNat, sécheresse, euh, qui ont été demandés. Vous vous rendez compte combien là, dans le Grand Est, on a comme problème de sécheresse déjà en 2020? Et la région Grand Est, et avec l'Adréal Grand Est, comment dire, une présentation sur le Grand Est que vous trouvez là, où on voit très bien les monts d'eau qu'on va avoir. Et il y a une chose déjà, ça va être très difficile pour tout ce qui est récolte, bien évidemment, ça va poser des problèmes au niveau de l'eau pour boire. C'est un problème pour les forêts. C'est un très grand problème pour la centrale nucléaire. Euh, il y a 350 entreprises qui sont soumises à un enjeu eau, dont 43% sur les sites Seveso. Vous pouvez vous imaginer comme le problème s'aggrave au niveau de tout ce qui est pollution. Il y a le transport fluvial qui peut s'arrêter, et on a déjà eu ça sur la Moselle. Et je vous en ai déjà parlé de l'eau à boire, l'alimentation en eau potable. Euh, du coup, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué encore. Et euh, c'est aussi un peu compliqué parce qu'en fait, on essaie de renaturer les villes pour avoir plus de confort d'été, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Mais en fait, on n'a pas de l'eau pour arroser. Ça veut dire il faut qu'on fasse en sorte qu'il y a de moins besoin d'arroser. Ça veut dire qu'il faut planter en plein sol au lieu que dans les bacs. Et il faut infiltrer au plus l'eau de pluie là où elle tombe pour que justement on n'a pas besoin d'arroser, hein. Parce qu'en fait, une végétation qui n'est pas arrosée, qui n'a pas d'eau, qui a soif déjà elle-même, elle va pas évaporer, elle va pas rafraîchir en fait. Il faut favoriser l'infiltration vers les nappes en hiver et en printemps. Là, quand ça c'est c'est vraiment là où il faut gonfler la nappe qui a baissé en été et en automne, restaurer les zones humides, restaurer aussi l'hydromorphologie des rivières et maintenir l'humus des sols. Un sol vivant plein d'humus stocke beaucoup plus d'eau qu'un stock, disons, mort.
Et tout ça, comme dit, c'est vous au niveau du PLU, que vous avez un impact là-dessus. Alors, quand on voit les sécheresses, bah, en fait, on a aussi un impact sur la consommation. Il y a un chiffre qui est assez horrible, c'est pardon, 1 litre sur 5 est perdu en raison de fuite en France. Ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment regarder tout ce qui est réseau pour faire en sorte, réseau d'eau à la fois neuf mais aussi sale, pour qu'il n'y ait pas l'eau qui se perd. Et en fait, il faut qu'on regarde comment on peut faire des démarches collectives, solidaires et anticipatives pour économiser de l'eau autrement que ça, limiter les fuites, hein, mais aussi installer les réducteurs de pression de l'eau, faire des toilettes sèches au lieu des toilettes avec de l'eau et bien évidemment récupérer de l'eau de pluie. On peut également, et là, la piscine d'hier, elle a recyclé des eaux grises et elle l'utilise. Euh, et quand on fait les plantations, il faut regarder les plantes qui sont peu consommatrices en eau. Et en même temps, on veut qu'elles fassent la évaporation, pardon, d'eau pour rafraîchir. Du coup, c'est un peu compliqué, mais on peut tout à fait trouver là où on est les bonnes plantes pour que ça rafraîchisse. Et bien évidemment, quand vous faites les plantations, il y a paillage euh, et association de culture pour couvrir les sols. Un sol qui est ouvert, bien évidemment, va assécher beaucoup plus vite. L'autre côté de la sécheresse, c'est les feux. Et on a bien vu en Californie comme ça peut être féroce. En France, c'est légèrement différente parce qu'en fait, on fait beaucoup plus attention à la distance des forêts et des communes. Euh, Mais, et du coup, c'est très important de le faire aussi et dans des zones très en danger, de pas avoir pardon, trop d'arbustes, par exemple. Ils n'ont pas cette même attitude aux États-Unis, mais néanmoins, ça reste un grand, grand sujet pour la France. Et on l'a vu l'année dernière d'ailleurs. Je change de sujet et je vais au retrait gonflement des argiles. Alors, quand j'ai un sol argileux, et vous avez vu sur la carte tout à l'heure où il y a des terrains argileux, euh, pendant des sécheresses, en fait, la terre argileuse, euh, elle se rétrécit, pardon, très fort, mais par contre, en cas de pluie, elle regonfle. Du coup, les premières fissures que j'ai avec le retrait, après, quand ça regonfle, ça fait que j'ai le bâtiment qui a fissuré avant fissure encore plus fort. Ce qui est assez intéressant, c'est les maisons individuelles hein, qui sont les plus vulnérables, mais aussi des bâtiments rez-de-chaussée étalés. Ça veut dire souvent les écoles hein, maternelles et élémentaires qu'on veut pour les enfants au rez-de-chaussée, mais qui sont souvent étalés. Quand ils sont sur deux sols différentes, il faut faire des joints de dilatation. Je vais y venir. Et vous voyez bien là ce schéma d'une maison individuelle. On a un sol argileux qui fissure parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça s'est renforcé quand j'ai une végétation, un arbre trop proche qui, lui, avec les racines, assèche encore plus la terre. Et ben, si je suis sur deux sols différentes, il y a ma maison qui va nécessairement avoir des fissures. Alors, on voit bien là, j'ai remis la carte où sont les zones. Ça veut dire au nord de Strasbourg, autour de Nancy, Metz, à Saint-Dizier-Troyes, on a encore une fois toute une bande de sol argileux et près de Reims. Dans le carnet assez intéressant de la région Grand Est, euh, il y a, je vous conseille vivement de le lire, il y a le lien tout en bas, il y a ces cartes-là. Vu que le problème de retrait-gonflement des argiles est devenu tellement grand, il y a beaucoup de décrets qui sont sortis assez récemment en 2023 euh, sur, sur ça. Et du coup, vous pourrez relire ce qu'il faut faire. Alors, quand je l'ai pas
En fait, il faut que je regarde les résultats géo-risques et il faut vraiment faire un diagnostic de sol dès que je vois que j'ai un souci de RGA. Euh, et du coup, ça joue sur quoi? Ça joue sur les fondations, bien évidemment. Et du coup, ce que je vous ai dit, si vous êtes sur deux terrains, sur deux terres différentes avec le même bâtiment, il faut faire des joints de dilatation. Il faut faire dans les fondations des chaînages, mais aussi au niveau des murs, faire des chaînages. Il faut faire attention aux menuiseries qui peuvent se déformer. Chaque ouverture et linteau, c'est là où se trouvent la plupart des fissures, dans les angles des fenêtres. Dès que j'ai des fissures, il y a mon étanchéité qui contrainte. En fait, il y a l'infiltration d'air et de l'eau. Du coup, quand ça arrive, il faut faire en sorte que les fissures sont bouchées. Et bien évidemment, un vrai problème, c'est les réseaux. Et là, le fuite d'eau, il peut aussi venir d'un réseau qui a cassé, en fait. Dans l'existence, c'est souvent un peu difficile de travailler sur les fondations. Mais on peut le faire, c'est assez cher. C'est les injections micropieux, ce genre de choses. Mais des fois, vous pourrez aussi gérer l'eau avec l'aménagement différemment pour qu'il n'y en a pas proche de la maison de l'eau qui stagne, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs, surtout quand vous êtes en pente, de faire un aménagement avec une fossée avant le bâtiment. Et du coup, vous gérez différemment de l'eau. Du coup, vous réparez votre maison, mais en fait, le gonflement et le rétrécissement ne sera pas aussi fort si vous gérez ça comme ça. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on a eu un intervenant très, très intéressant dans notre webinaire sur les risques climatiques en novembre. Il s'appelle Alain Béchade et moi, j'en ai appris plein de choses avec lui. Il faut vraiment regarder cette intervention si vous êtes soumis au RGA, parce qu'en fait, ça ouvre un peu d'autres horizons qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Et il parle, par exemple, bien évidemment, de la plantation des arbres, un écran anti-racines. En fait, on veut planter des arbres pour le confort d'été, mais si on est en zone RGA, il faut vraiment absolument mettre un écran anti-racines pour qu'on n'est pas trop proche de la maison, pour que ça nous aggrave pas le problème qu'on voit très bien là-haut de la maison. Quant, quant au réseau, vous pouvez mettre des joints souples. euh, et c'est ce que je vous dis avant, là, de faire un drainage avant le bâtiment pour que l'eau ne stagne pas proche des fondations. Alors, je vous ai déjà dit tout au début, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Être stratégique, prévenir les catastrophes et les coups futurs, rénover une fois pour tout, construire pour l'avenir, du coup, tenir compte de tous nos risques climatiques. Euh, Quand on fait la participation ou serait-ce que la concertation avec les habitants, pardon, dans ces réflexions-là, on porte les décisions ensemble. Ça veut dire quand on refait une route et on prévient les risques climatiques, elle coûte peut-être quand même légèrement plus cher, les habitants ne seront pas, s'ils savent pourquoi on le fait, en, en fait, ils vont plus accepter ça. Et aussi, si je les mets dans la boucle, ils peuvent agir sur leur propre patrimoine quand eux, ils font des travaux. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde le PPRI, je regarde s'il y a des cartes de boue, est-ce qu'il y a des cartes de vente déjà existants. Je vois s'il ne faut pas que je crée ces cartes, que j'ai les commandes, en fait, ces cartes pour la commune, pour que notamment mes habitants sont capables d'agir aussi eux. Mais je peux aussi commander un diagnostic pour la commune, pour justement avoir l'analyse des risques pour la commune, pour avoir une analyse des espaces publics et voiries, pour connaître les potentiels ou la problématique selon ce qui est là. Et dès que vous faites des travaux, comme viens de vous dire, donner l'exemple des routes, de faire, pas pour les routes, mais pour les places, faire par exemple la déminéralisation, la végétalisation,
quand vous n'avez pas ce problème d'énergie ou en fonction de ça, la gestion de l'eau de pluie, des rivières, l'économie d'eau et tout ça. Et cette analyse, elle devrait faire aussi une analyse, aller sur les bâtiments publics pour connaître leurs vulnérabilités. Et dès que vous faites des rénovations, qu'on intègre ce savoir-là. L'ADEME a développé une méthode TAC qui est plutôt intéressante. En fait, vous définissez les risques climatiques, vous précisez les impacts, c'est dans les 3 dimensions, anticiper aujourd'hui, demain et en 2050. Il y a sur mer.tv plein de films sur la méthodologie, comment faire. Et en fait, il y a l'Adrias. En fait, cliquez dessus, là, vous avez les projections climatiques pour l'adaptation pour les risques climatiques. Je vous ai parlé de notre webinaire qui dure 3 heures, mais vous pouvez le couper en plusieurs morceaux. Et elle est d'ailleurs coupée sur YouTube, sur notre chaîne YouTube en 5 bouts. Lors de notre congrès bâtiment durable que nous avons organisé en 2020, il y a toute une journée sur l'adaptation au changement climatique. L'ADEME, l'ASDA, l'Agence qualité construction, pardon, et Météo en France ont plein d'outils pour vous aussi. Pour se faire accompagner, la première porte d'entrée, c'est Climaction, les conseillers de Climaction. Là, vous trouvez les adresses qui est responsable pour vous. Pour le financement, il y a le Fonds vert. Dans le cadre du programme LIFE, il y a une partie adaptation au risque climatique. Il y a bien évidemment les agences de l'eau, la SDA, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Atmo Grand Est. Il y a l'agence. Il y a la région et l'agence de l'eau qui ont fait un appel à projet. Et il y a le site Adaptaville qui vient avec beaucoup d'idées pour vous. La région a également un soutien dispositif changement climatique et impact sur les ressources en eau et les milieux naturels à creuser. Il est tard, je suis désolée. Je vous ai parlé de la mission risque naturel et elle a pour les élus une énorme quantité de ressources vraiment intéressantes. Les bilans déjà de chaque année de catastrophes climatiques, les fiches de prévention, les références résilience. Il y a il y a une série de vidéos sur les catastrophes climatiques, les guides pratiques. Si vous voulez vous abonner à la lettre MRN, vous êtes toujours à jour de ce qu'il y a de neuf, hein. Je vous conseille vivement. C'est vraiment intéressant. Et ils ont des trophées bâtiments résilients. Et quand vous allez là-dessus, vous allez voir comment on fait les autres pour prévenir les risques climatiques. Et je trouve ça extrêmement bien de voir ça pour prendre des bons exemples. Il y a un autre organisme, c'est l'AFP-CNT, qui a beaucoup de ressources pour élus et habitants. Et ils peuvent vous aider à faire des événements sur les risques climatiques dans votre commune, ce qui est vraiment intéressant. Ils peuvent aussi vous aider à monter des événements sur la culture du risque. Est-ce que votre commune a été déjà soumise d'inondations? Il faut qu'on réfléchisse pour que les gens, ils ont ça en tête. Souvent, il y a l'inondation qui passe 10, 15 ans, on n'a plus la mémoire. Et je suis à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà initié des projets contre les risques climatiques? Je vais arrêter l'enregistrement et je vous invite de mettre la caméra si vous souhaitez pour poser des questions.